Mon père m'a raillé, pincé les cuisses et m'a dit de porter un sac poubelle à ma fête d'anniversaire, humiliant ma fierté devant tous mes invités, et la douleur était inoubliable. Depuis mon enfance, je me sentais constamment mal dans ma peau, surtout à cause de mon ventre et de mes hanches. J'avais 20 ans, je mesurais 1,60 m et pesais environ 52 kg, mais aucune de ces mesures ne me semblait correcte. À l'école, les moqueries étaient quotidiennes, mes camarades se moquaient de mes vergetures, de ma silhouette, de tout ce qu'ils pouvaient qualifier de « non parfait ». Les rumeurs dépassaient parfois l'absurde, insinuant que j'avais des relations avec tous les garçons de ma classe. Les professeurs, au lieu de m'aider, riaient ou détournaient le regard. Mes parents, eux, feignaient l'ignorance. La seule personne qui semblait réellement me soutenir était Louis, mon petit ami, âgé de 22 ans. Son amour me réchauffait, mais il ne suffisait pas à effacer les cicatrices invisibles des années de cruauté. Même chez moi, le soi-disant refuge, la sécurité n'était qu'une illusion fragile, chaque parole blessante de l'extérieur semblait suivre mes pas jusque dans ma chambre. Pourtant, c'était là, dans ce mélange de peur et d'affection, que commençaient à se former les racines de mon insécurité, invisible mais profonde, prête à me hanter encore longtemps. Mon père, Jean, avait toujours été considéré comme l'homme drôle de la famille. Depuis mon enfance, ses plaisanteries étaient supposées être légères, amusantes, mais avec le temps, elles sont devenues comme des petites flèches invisibles plantées dans ma confiance. Il me pinçait les hanches, riait de mes vergetures, et disait que je devais perdre du poids, tout en prétendant que c'était pour mon bien et pour rigoler. Mais chaque mot me laissait un goût amer, et chaque geste me faisait reculer un peu plus dans ma peur et mon insécurité. Ma tante Marie, que j'ai toujours considérée comme une seconde mère, essayait de tempérer la situation. Elle intervenait parfois, me prenant par la main, disant à Jean de se calmer. Pour un moment, je respirais, croyant que les choses pouvaient être normales. Mais ce calme était fragile, temporaire. Il suffisait d'un moment, d'un geste, pour que tout s'effondre à nouveau. Un après-midi, Louis et moi sommes allés rendre visite à mes parents. J'avais mis des shorts pour profiter du soleil et me sentir un peu libre dans mon corps. J'espérais que, peut-être, après toutes ces années, je pourrais simplement être moi-même sans crainte. Mais dès que nous sommes arrivés, Jean est apparu derrière moi. Il a saisi ma hanche avec ce sourire moqueur et a lancé « Alors, c'est ça ta nouvelle diète ?» Le monde s'est effondré en un instant. Les souvenirs de toutes ces humiliations passées ont refait surface, comme un torrent que je n'avais jamais réussi à arrêter. J'ai éclaté en sanglots et je me suis enfui, Louis derrière moi, impuissant. Ce n'était pas seulement cette remarque. C'étaient toutes les petites phrases, tous les regards critiques, toutes les années à me sentir « moins que ». Tout est revenu d'un coup. Louis a essayé de me réconforter, me tenant dans ses bras, murmurant que ce n'était pas vrai, que je n'étais pas ce que mon père disait. Mais au fond de moi, je savais que ces mots étaient enfoncés bien plus profondément que je ne pouvais l'admettre. Même avec son soutien, je sentais que mon corps, mon esprit, mon identité avaient été attaqués depuis si longtemps que la peur et la honte étaient devenus des compagnons familiers. Ce jour-là, j'ai compris que les blessures de l'enfance ne disparaissent jamais complètement. Elles se cachent, s'installent dans les coins sombres de l'esprit, et ressurgissent quand on s'y attend le moins. Les plaisanteries de mon père, les remarques soi-disant légères, étaient devenues des cicatrices invisibles, mais terriblement réelles. Elles avaient façonné ma manière de me voir, de me tenir, de respirer même. Et Louis, malgré tout son amour, ne pouvait pas les effacer instantanément. Cette expérience a marqué un tournant. Chaque rire de Jean, chaque moquerie déguisée en humour, m'a fait réaliser que mes insécurités n'étaient pas imaginaires. Elles étaient réelles, enracinées, et prêtes à influencer mes relations, mes choix, et la manière dont je me laisserais traiter à l'avenir. J'ai promis silencieusement à moi-même que je ne laisserais jamais quelqu'un me rabaisser de cette manière à nouveau. Et c'est là, dans la douleur et la honte, que j'ai commencé à préparer ma propre force intérieure, même si je ne le savais pas encore. 3 jours avant mon anniversaire, tout a basculé. Ma mère, Claire, décidait pour moi de la robe parfaite et m'a demandé mes mesures. Comme toujours, Jean était là, prêt à critiquer. Ta taille est trop large, tes hanches trop prononcées, tu ne rentreras jamais dans cette robe, a-t-il lancé avec son sourire moqueur. Puis il a ajouté, froidement, fais des trous dans un sac poubelle, ce sera la seule chose qui te conviendra. Mon téléphone m'a échappé des mains, tombant sur le sol tandis que les larmes me brûlaient les yeux. Je me suis effondré dans les bras de Louis, qui me serrait doucement, murmurant que ce n'était pas vrai, que ce n'était pas moi qui étais, trop, mais eux. Mais la douleur,
cette douleur accumulée depuis l'enfance, était trop vive. Chaque critique de mon père, chaque sourire cruel de ma mère qui semblait rire de moi, s'imbriquait dans un instant de honte absolue. Plus tard, lorsque les invités sont arrivés, le cauchemar a continué. J'en ne pouvais pas s'empêcher de toucher mes hanches et mon ventre sous prétexte de « vérifier la robe ». Ses doigts étaient comme des piqûres invisibles dans ma confiance en moi. Ma mère riait, comme si tout cela était amusant, comme si la douleur de sa fille n'était qu'un jeu. Louis se tenait à mes côtés, essayant de créer une barrière, mais il ne pouvait pas arrêter leurs mots, leurs gestes, leurs rires. Dans ce moment précis, j'ai ressenti un mélange de colère, de honte et de peur. Chaque mouvement de mon corps était surveillé, jugé, critiqué. Les éclats de rire de ma mère résonnaient dans mes oreilles comme une condamnation. Et pourtant, malgré la honte, quelque chose s'est allumé en moi, une petite étincelle de rébellion silencieuse. Je ne pouvais pas changer ce qui venait de se passer, mais je pouvais décider de ce que j'accepterais à l'avenir. Louis m'a pris dans ses bras après que tout le monde soit entré, et nous nous sommes tenus là, tremblants, dans un coin de la pièce. Je sentais que cette humiliation, aussi terrible soit-elle, devait devenir un catalyseur, quelque chose qui renforcerait ma résolution et ma dignité. Car si je continuais à laisser ces attaques définir qui j'étais, je serais prisonnière de ma peur et de leur cruauté pour toujours. Ce jour-là, avec chaque larme qui coulait, j'ai compris que je devais tracer une ligne invisible mais ferme, personne, pas même mes parents, ne pourrait plus jamais me diminuer de cette manière. Et au fond de moi, malgré le choc, la douleur et la honte, une détermination glaciale commençait à prendre forme. La bataille pour ma dignité venait de commencer, silencieuse mais implacable. Louis avait tout vu, mais il respectait mon choix de ne pas provoquer de scandale. À l'intérieur, pourtant, je me sentais comme un château de cartes sur le point de s'effondrer. Chaque remarque de mon père, chaque éclat de rire de ma mère me transperçait comme un couteau invisible. Je serrais les poings, je retenais mes larmes, mais la colère grondait en moi, sourde et terrifiante. Lors de la rencontre suivante, j'en ai pas perdu de temps. Il m'a fixé avec ce sourire cruel et a dit « Pourquoi tes hanches tremblent comme ça? Tu fais au moins de l'exercice ?» Ma mère, fidèle à elle-même, riait comme si j'étais un objet de spectacle. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds, et j'ai eu envie de fuir, de disparaître, mais je suis resté là, piégé dans cette humiliation publique. C'est alors que le père de Louis, qui était présent, n'a pas supporté ce spectacle. Avec une voix ferme et glaciale, il a désigné Jean, « Vous êtes un homme pitoyable. Vous avez détruit la vie de votre fille, et maintenant vous osez vous moquer d'elle devant tout le monde ?» Le silence est tombé comme un rideau lourd. Tous les regards se sont tournés vers mon père. Même mes larmes semblaient suspendues dans l'air, attendant une réponse. Ma tante Marie, que je considère comme ma seconde mère, est intervenue immédiatement. Son visage était grave, ses mots précis et tranchants, « Jean, tu as un choix. Des excuses sincères maintenant, ou tu risques de perdre le lien avec ta propre fille pour longtemps. » La pièce s'est figée. Mon père, incapable de nier sa faute devant l'autorité morale et la pression sociale, a murmuré des excuses, tentant de les déguiser en plaisanterie, c'était juste une blague, comme tous les pères. Mais je savais que ce n'était pas une blague. Ces mots, ces gestes, ces rires m'avaient blessé pendant des années, et cette blague n'était que la surface d'un océan de cruauté et de contrôle. Pourtant, pour la première fois, j'ai senti que l'équilibre avait changé. La honte n'était plus totale. La confrontation, bien que publique et intense, avait réveillé quelque chose en moi, la possibilité de ne plus jamais accepter ce traitement, de ne plus laisser la peur ou la culpabilité dicter mes réactions. Louis m'a pris la main après l'altercation. Son regard était plein de fierté, mais aussi de prudence. Il savait que ma confiance, ébranlée depuis des années, ne se reconstruirait pas en un instant. Mais il était là, immobile et protecteur, comme un ancrage dans la tempête. J'ai senti, pour la première fois, que je n'étais pas seul. Et même si le chemin vers la guérison serait long, la limite de ma patience venait d'être atteinte. Cette humiliation publique a été un catalyseur. Elle a montré que ceux qui tentaient de me diminuer avaient un prix, la perte de leur contrôle sur moi. Chaque rire de ma mère, chaque mot cruel de mon père avait été transformé en une énergie glaciale mais puissante à l'intérieur de moi. Pour la première fois, j'ai commencé à envisager la revanche, mais une revanche silencieuse, méthodique, qui rétablirait ma dignité sans crier, sans larmes inutiles. Le lendemain matin, j'étais encore fatigué des larmes et du silence de la veille. J'espérais naïvement que mon père, après la confrontation, aurait enfin compris les limites à ne pas franchir. Mais Jean,
fidèle à lui-même, ne connaissait pas la honte. En entrant dans la cuisine, il m'attendait, un grand sac poubelle noir dans les mains. « Tiens, voilà ta tenue », a-t-il dit avec ce sourire ironique que je redoutais depuis l'enfance. « J'ai agrandi les trous pour les hanches, histoire que tu puisses respirer un peu. » Il a éclaté de rire comme s'il venait de livrer la blague du siècle. J'ai senti mon estomac se nouer. Louis, qui était là, est resté pétrifié. Ma mère, elle, a détourné le regard, versant le café comme si rien ne s'était passé. J'ai regardé ce sac, les trous grossiers découpés à la hâte, et quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était plus seulement de la honte. C'était la certitude glaciale que, pour mon père, je n'étais rien d'autre qu'un sujet de moquerie, une erreur de chair qu'il ne pouvait pas aimer sans la rabaisser. Tout ce que j'avais construit en moi pour survivre, les excuses, la rationalisation, le pardon, s'est effondré. Puis, comme pour enfoncer le clou, il a trouvé le moyen de détruire ce qui me restait de fierté. Sur la table, il y avait mes dessins et quelques pages d'histoire que j'écrivais en secret, mes petits refuges, mes mondes à moi. Il les a pris, les a feuilletés avec un rictus. « Tu crois vraiment que quelqu'un voudra lire ça ?» Il a ri encore. « Tes personnages parfaits, ces femmes que tu inventes, elles ne te ressemblent pas, regarde-toi. Tu ne seras jamais comme elles. » Ces mots m'ont glacé. Pas parce qu'ils étaient nouveaux, mais parce qu'ils venaient d'un endroit si froid, si calculé. Ce n'était plus de l'ironie d'un père maladroit. C'était la cruauté d'un homme qui avait besoin de détruire ce qu'il ne comprenait pas. J'ai senti le vide m'envahir, puis un calme étrange. Je n'ai rien dit. Je ne me suis pas défendu. Je l'ai simplement regardé, et pour la première fois, j'ai vu en lui un étranger. Quelqu'un de petit, d'aigri, prisonnier de sa propre misère. Ce soir-là, je suis resté longtemps éveillé. Louis dormait à côté de moi, mais moi, je fixais le plafond. Les phrases de mon père tournaient dans ma tête, comme des échos d'une chanson qu'on déteste mais qu'on connaît par cœur. Tu ne seras jamais parfaite. Cette phrase résonnait encore. Et soudain, j'ai compris qu'il avait raison sur un seul point, je ne serai jamais parfaite selon ses critères. Et c'était exactement ce que je voulais. Je me suis levé, et pris mon carnet, et j'ai commencé à écrire. Pas pour fuir cette fois, mais pour témoigner. Chaque mot était une plaie ouverte, chaque ligne une preuve de ma survie. Je décrivais tout, les humiliations, les moqueries, les années de silence imposées. Et à chaque phrase, je reprenais un fragment de pouvoir que mon père m'avait volé. Ce soir-là, j'ai pris une décision simple, mais définitive, assez. Assez de larmes, assez de peur, assez de tolérance. J'allais partir. Pas en criant, pas en cherchant à me venger, mais en m'éloignant pour de bon, en laissant derrière moi cet homme qui confondait l'amour avec le mépris. J'ai rangé le sac poubelle qu'il m'avait tendu. Je ne l'ai pas jeté. Je l'ai plié soigneusement, l'ai mis dans un tiroir, comme un rappel. Non pas de la honte, mais de la frontière invisible que j'avais franchie ce jour-là, celle où la victime devient témoin, et où le silence se transforme en promesse de renaissance. Avec l'aide de ma tante Marie, j'ai rédigé une lettre. Chaque mot était pesé, réfléchi, mais ferme. Je n'écrivais pas pour blesser, mais pour établir une frontière définitive. Dans une grande boîte, j'ai placé ce que j'appelais mes cadeaux de vérité, des flyers sur le sport et la remise en forme, des contacts de thérapeutes spécialisés dans la gestion de la colère et des comportements abusifs. Chaque élément était une manière polie mais catégorique de dire « Voici ce que vous avez fait, et voici ce dont vous avez besoin si vous voulez changer ». Dans ma lettre, j'ai précisé que je ne souhaitais plus aucun contact. Les noms de mon père et de ma mère ont été retirés de ma liste d'invités pour mon anniversaire, et j'ai annoncé que toute apparition non autorisée serait signalée à la police. Marie s'est assurée de bloquer leur numéro sur tous mes appareils, créant une bulle protectrice autour de moi. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais soutenue, comprise, et surtout légitime dans ma colère et ma peur. Ma famille proche a été incroyable. Louis est resté à mes côtés, silencieux mais solide, et mes amis ont validé chaque décision que j'avais prise. Pour la première fois, je pouvais envisager l'avenir sans regarder constamment par-dessus mon épaule. J'ai pris rendez-vous pour la thérapie, décidé à reconstruire ma confiance et mon image corporelle sans le regard destructeur de ceux qui auraient dû m'aimer. En rangeant la lettre et la boîte, une sensation étrange m'a envahi, la légèreté. Comme si tout ce poids invisible accumulé depuis l'enfance s'échappait enfin. Jean, peut-être, ne changera jamais. Peut-être continuera-t-il à trouver de la drôle de matière dans l'humiliation des autres. Mais ce n'était plus mon problème.
Je n'étais plus son objet de moquerie. Je n'étais plus le reflet de ses insécurités. J'ai respiré profondément. Pour la première fois depuis des années, l'air semblait moins lourd. Mon corps n'était plus prisonnier de la peur, mes pensées n'étaient plus envahies par la honte. Chaque respiration était une déclaration silencieuse, je suis libre. Libre de choisir ma valeur, mes relations, mon futur. Les cicatrices resteront peut-être, mais elles ne définissent plus qui je suis. Et dans ce calme retrouvé, j'ai compris que la vraie revanche n'était pas dans la colère ou l'humiliation. Elle était dans la dignité silencieuse, dans la frontière posée avec force et clarté, et dans la décision de ne plus jamais laisser quiconque me réduire à moins que ce que je vaux. Mon passé n'était pas parfait, mais il m'avait rendu invincible à sa manière. Et pour la première fois, je pouvais enfin respirer, simplement, librement.